Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff est aujourd'hui en face-à-face avec François Taquet, maître Taquet, puisqu'il est avocat, membre du Cercle Lafay, un think tank qui œuvre pour améliorer les relations entre URSAF et entreprises, et auteur de ce livre, URSAF, un cancer français, et c'est aux éditions du Rocher. Alors, François Taquet avec donc Nicolas Delecourt, vous faites un brûlot, et d'abord quand même, je vous trouve assez audacieux, même plus que ça, parce que vous êtes membre du Cercle Lafay, puisque vous parlez des travaux du Cercle Lafay, et vous commencez par dire nous œuvrons pour améliorer les relations entre les URSAF et les entreprises. Et tout ça pour faire un livre qui s'appelle Un cancer français. Ils vont être contents, là, les URSAF, là. Hein, vous les traitez de métastases extrêmement avancées. Mais effectivement, vous parlez d'un vrai problème, parce que qui d'entre nous, auditeurs de Sud Radio, tous les millions de Français, qui n'a pas entendu parler, qui ne cotise pas, enfin en tout cas, de la large majorité, aux unions de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, qui sont justement URSAF pour en acronyme. C'est bien ça. Et je rappelle quand même, parce que vous le dites en introduction et vous faites bien de le dire, l'URSAF récolte chaque année 516 milliards d'euros, soit 7 fois le chiffre d'affaires de Apple, soit 150% du budget de l'État français, soit 20% du PIB, du produit intérieur brut, et en France, 25 millions de personnes, c'est-à-dire près de la moitié de la population, en tout cas pas loin, si on compte les familles, évidemment beaucoup plus de la moitié, contribuent à leur financement. Alors, j'ai lu ce livre, très intéressant, bourré d'exemples, etc. Et en fait, ce que vous dites, c'est que vous dites d'abord, oui, l'URSSAF, effectivement, on le paye, on n'est pas du tout pour la suppression, au contraire, mais il y a quand même beaucoup d'excès et d'abus, sous prétexte, évidemment, de redresser, de lutter contre le travail au noir, etc., etc. Alors d'abord, je voudrais qu'on définisse, François Taquet, ce qu'est exactement l'URSSAF, ce qu'elle fait, en quelques mots. Alors l'URSSAF, vous l'avez bien dit, c'est Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Il y a 3 missions essentielles. La première mission, c'est de drainer des cotisations, des contributions, du forfait social. En France, on a un degré d'inventivité absolument extraordinaire. Ensuite, c'est de recouvrer les sommes, parce que il faut envoyer des contraintes, etc., etc. Et puis ensuite, il faut contrôler. Donc c'est toute la partie contrôle, et toute la partie contrôle qui est assez cachée finalement. Mais il faut savoir qu'il y a quasiment 3 fois plus de contrôles URSSAF que de contrôles fiscaux. Tout cela pour des sommes qui sont considérables, et vous l'avez dit, plus de 500 milliards. Je ne veux pas rentrer dans les statistiques. Vous savez, le général de Gaulle, qui est très à la mode, disait que les statistiques, c'est comme la mini-jupe, ça cache l'essentiel et ça donne des idées. Donc, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais toujours est-il que quand on regarde l'impôt sur le revenu, c'est 67 milliards. L'impôt sur les sociétés, c'est 87 milliards. Là, on est sur des sommes de plus de 500 milliards. C'est absolument énorme. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas contre les URSSAF. Cela va de soi. Oui, mais pardon, François Taquet. Oui, mais ils vont vous répondre. Enfin, les 516 milliards sont redistribués. Bien sûr. Allocation familiale, sécurité sociale, médicaments. C'est-à-dire, ils les gardent pas pour eux. Tout ça sert à, effectivement, qu'on se soigne, etc. Il faut pas l'oublier. Ça sert à financer les allocations familiales, la retraite, la dépendance, les retraites, etc., etc. Bien sûr. Mais alors, justement, vous dites, ok, très bien, ça, on est d'accord. Mais alors, juste une question avant. Pourquoi, dans cette France tellement étatiste, tellement nationalisatrice, en tout cas elle a été, c'est de droit privé? Ça m'a frappé. Alors, c'est resté de droit privé. Alors, c'est un système qui est bizarroïde, qui date de l'après-guerre. Oui. C'est un système, ce sont des organismes privés qui gèrent un service public. Et c'est resté ainsi. Ouais. Il faudrait une modification de la loi, il faudrait une modification de la Constitution surtout. Alors, c'est un système bizarroïde que nous traînons encore aujourd'hui, puisque paradoxalement, ce sont des caisses indépendantes. Il y a 22 URSSAF, finalement. C'était par région, par les anciennes régions. Voilà, par région. Ouais. Et qui sont avec un conseil d'administration avec des représentants syndicaux, salariés du côté salarié et du côté patronal, et bien évidemment avec un président qui est un président employeur, en général qui est issu du MEDEF ou qui est issu de la CPME.
mais qui n'a qu'un rôle honorifique finalement. Et tout le problème est là. Hein. Et les salariés de l'URSSAF sont sous droit privé? Absolument. Ils ont un statut de droit privé, alors amélioré par des accords d'entreprise, etc. Mais c'est un statut de droit privé. Alors là où c'est compliqué, c'est que malgré tout, sur certains aspects de la loi, ils ont le vocable d'administration. Hein, se considérer comme étant des administrations. C'est un régime un peu bâtard. C'est un régime un peu bâtard. D'accord. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, et c'est très intéressant parce que ce que vous dites, bon, très bien. Alors là, c'est le tableau, mais alors justement, vous montrez les défauts de la cuirasse et les talons d'Achille, comme on dit. Alors, vous dites qu'en fait, ils ont un pouvoir quand même, je dirais presque sans limite, enfin en tout cas très fort. Est-ce qu'ils sont contrôlés? Je veux dire, comment ça se passe? Alors, il y a les juges, bien sûr, il y a les tribunaux, et vous parlez des plaintes. Mais en fait, comment exercent-elles? C'est important. C'est-à-dire qu'elles vont avec les entreprises, comment inspectent-elles, comment travaillent-elles? Bien sûr qu'elles sont contrôlées. Elles sont contrôlées, vous avez des rapports de la Cour des comptes, vous avez les juges qui interviennent effectivement à tous les niveaux, cela va de soi également. Bon. Et puis vous avez le législateur. Le législateur, effectivement, dans chaque année, dans les lois de financement sur la sécurité sociale, vous avez des ajouts qui sont faits pour, j'allais presque dire, modifier les textes en la matière. Donc, non, ce ne sont pas des électrons libres à ce niveau-là, ce ne sont pas des électrons libres. Sauf que ce sont des organismes qui sont tenus à la rentabilité. Attention, ils ont des obligations de résultats. Il y a des obligations de résultats. Oui. Évidemment qu'ils ont des obligations de résultats. Oui. Vous avez ce que l'on appelle des conventions qui sont signées entre l'ACOS. L'ACOS, c'est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui chapeaute les URSSAF et l'État. Et la dernière convention date de 2000. C'est une convention qui va de 2018, qui allait de 2018 jusqu'à 2022, avec des obligations de résultats. C'est tous les 5 ans, là, les conventions. Voilà, c'est par exemple en matière de travail dissimulé. On les oblige à un certain nombre de résultats en la matière. Il faut faire du chiffre. Il faut faire du chiffre. Le but, c'est de faire du chiffre. Hein. Et les résultats sont déjà connus avant. C'est-à-dire que, et là encore une fois, mais les URSSAF se targuent de faire mieux en général que les chiffres qui leur sont donnés, parce qu'en général, les résultats sont dépassés même. D'accord. Vous voulez dire que quelque part, ils font du zèle ? On peut dire ça? J'irai pas jusqu'à dire ça, si vous voulez, mais quand on regarde les chiffres, on est bien obligé de constater qu'il y a une certaine, j'allais presque dire, une certaine obligation de résultat, où on va même au-delà. Hein? Alors justement, oui, parce que vous parlez de corrigez-moi si je me trompe, 1,5 milliard d'euros de redressement par an? Oui. 1,5 milliard. Alors, est-ce que ça veut dire, là c'est la question et on va rentrer dans le détail, est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de patrons qui essayent absolument soit de faire travailler au noir, soit de faire travailler débellement la famille, soit de ceci, de cela, ou au contraire, et justement vous en parlez dans votre livre et c'est très intéressant, vous donnez des exemples de redressement qui n'en sont pas. Parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire, parce que 1,5 milliard d'euros de redressement, si on lit ça de l'extérieur, on se dit, oh là là, mais il y a les patrons, dis donc, qui devraient être jugés beaucoup plus sévèrement que ça. On va parler évidemment du travail au noir. Ou au contraire, on redresse pour souvent, peut-être pas les meilleures raisons. Alors, sur les 1,5 milliard de redressement, vous avez la moitié qui concerne du travail dissimulé. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le travail au noir. On y reviendra par la suite, si vous voulez. Mais ça, c'est quand même un point important. Alors, les manquements au texte, alors vous avez vu les chiffres qui sont quand même assez éboustouflants. Hein. Dans les PME, vous avez 9 cotisants sur 10 qui se font épingler, ce qui est absolument énorme. 9 cotisants sur 10. 9 cotisants sur 10 qui se font épingler, ce qui est absolument catastrophique, si vous voulez. Bon. Et qui se font en plus traiter de fraudeurs, puisque le langage de l'URSSAF est de dire que toute personne qui méconnaît les lois est un fraudeur, si vous voulez. Alors c'est dû à quoi? Le mot, allez, oui, absolument, tout à fait. Et qui avait d'ailleurs été dénoncé par le rapport qui avait été fait par 2 parlementaires, qui étaient Marc Gouat et Bernard Gérard, en disant que ce langage-là, il fallait l'abandonner. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû d'abord au texte
qui sont beaucoup trop nombreux. On a en France une inflation législative absolument énorme. Et quand je dis inflation, je ferais mieux de dire une diarrhée législative absolument énorme. Il ne faut pas oublier que les URSSAF font application du Code du travail, font application du Code de la sécurité sociale. Le Code du travail qui fait plus de 12 000 articles, il ne faut pas l'oublier. Le Code du travail suisse en fait une centaine, le Code du travail allemand en fait 300. En France, c'est 12 000 articles. Nous avons 12 000 articles dans le Code du travail. On se targue que le Code du travail, finalement, on peut passer des accords d'entreprise, mais le Code du travail n'a pas diminué, n'est-ce pas? Au contraire, il n'a fait qu'augmenter. Vous avez des dispositions dans le Code de la sécurité sociale qui sont imbuvables également, on va être très clair. Comme par exemple, vous avez comme par exemple, tout ce qui concerne les exonérations Fillon. Les exonérations Fillon pour les entreprises varient régulièrement. Vous avez effectivement une variation des taxes qui est absolument terrible en la matière. Où les chefs d'entreprise ne comprennent plus rien, leurs experts comptables ne plus rien non plus, parce que vous allez dire, les chefs d'entreprise ont des experts comptables, c'est vrai, sauf que les experts comptables n'arrivent plus à suivre non plus. Et puis ensuite... Vous voulez dire qu'il y a une avalanche chaque année? Il y a une avalanche absolument terrible, et que les URSSAF reconnaissent elles-mêmes. Et d'ailleurs, les URSSAF n'y sont pour rien à ce niveau-là. Ouais. On a des pouvoirs publics, effectivement, qui ne sont pas à la hauteur. Et puis ensuite, on va être très clair également, vous avez, et tout ce bouquin-là, si vous voulez, tend à le démontrer, un manque de dialogue, un manque de discussion avec ces organismes qui est absolument terrible. On n'a pas une procédure il n'y a pas, vous voulez dire, de dialogue entrepreneur-organisme voilà. Alors, il y a absolument pas. Absolument pas. Il n'y en a pas. Comment ça se fait? Puisqu'ils vivent des entreprises. Alors, oui, nous vivons des entreprises. Alors, ce que vous dites est tout à fait paradoxal. Je vais vous citer deux exemples. Oui. Lorsque, effectivement, il y a un contrôle, eh bien, il y a un redressement qui est éventuellement opéré. Suite à ce redressement, eh bien, le cotisant a la possibilité de s'adresser à l'inspecteur. Il va s'adresser au même inspecteur et qui ne changera pas d'avis, puisque c'est lui qui a pris déjà la décision précédente. Vous voulez dire que c'est pas comme en matière l'inspecteur a fiscale. pris la décision, il s'adresse à l'inspecteur, le même inspecteur, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, absolument. Alors c'est pas comme en matière fiscale. Alors Dieu sait si le système fiscal français n'est certainement pas le plus protecteur au monde, mais en matière fiscale, vous avez un interlocuteur qui est un interlocuteur autre avec lequel on peut discuter. Un autre exemple, celui de la commission de recours amiable. Vous savez, la commission de recours amiable que beaucoup de vos auditeurs connaissent, c'est la première étape du contentieux en matière de sécurité sociale. Lorsqu'on a un problème en matière de sécurité sociale, on va devant les commissions de recours amiable. Ces commissions de recours amiable sont composées de qui en matière d'URSSAF? Elles sont composées tout simplement d'administrateurs de la caisse. Les administrateurs de la caisse sont les représentants des employeurs et des salariés. Le seul problème, c'est que les représentants, comment dirais-je, des syndicats, en général, ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents, ils capitulent, ils ne sont pas présents. Ils jouent le rôle finalement de pot de fleurs, ils jouent le rôle effectivement de personnes qui sont là mais qui ne prennent pas de décision. Donc en général, c'est une catastrophe. Ces commissions de recours amiable ne servent à rien, si vous voulez. C'est l'URSSAF qui se réunit avec elle-même. Ils sont ni amiables, ni utiles. Voilà, ils ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles. Il faudrait une véritable réforme de la commission de recours amiable, des commissions de recours amiable. En un mot, il faudrait une réforme pour qu'il y ait davantage de discussion vis-à-vis de ces organismes-là. Comprends. Et alors justement, parlons-en. Quand vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, comment il se fait? Puisque en fait, vous voulez dire que le dialogue en général, c'est oui, écoutez, on vous a redressé, ou on a regardé votre entreprise. Et là ça ne va pas, là ça ne va. Est-ce que c'est plutôt, vous qui avez vraiment, vous êtes penché sur la question et que vous la connaissez à fond, vous voulez dire que ces relations sont plutôt conflictuelles que apaisées? Elles sont complètement conflictuelles. Ça veut dire que ça dégénère en contentieux, si vous voulez. Ça dégénère en contentieux. Avec, si vous voulez, une communication des URSSAF qui est totalement bizarre, parce que les URSSAF disent on communique. Oui, ils communiquent sur des délais de paiement, effectivement, sur des choses de ce type. Oui, ils l'ont fait pour le Covid, par exemple. Voilà, absolument. Là, ils communiquent très fort, ils sont très bons là-dessus. Mais à partir du moment où on entre dans le cadre d'un redressement, là, on ne communique plus. Et alors, on y viendra sans doute maintenant ou après. Là où le domaine est encore plus exacerbé, c'est en matière de travail dissimulé, où là on ne discute plus du tout. Alors justement, on va en parler, mais on va en parler juste après les infos. On reste avec vous. De toute façon, François Taquet, il y a vraiment de quoi dire et faire. Juste un mot. Est-ce que cette URSSAF que tout le monde connaît, n'importe quel autre, même auto-entrepreneur à un niveau petit ou grand, etc., puisque ça concerne absolument tout le monde,
est-ce qu'au fond, cette opacité, elle a toujours été presque de mise? Enfin, il y a une opacité, un manque de transparence, si je comprends bien. Bien sûr. Il y a un manque de transparence. Il y a un manque de transparence vis-à-vis, effectivement, mais du cotisant. Il y a un manque de discussion. Il y a un manque de dialogue. Il y a un manque de beaucoup de choses, finalement. Il faudrait ouvrir ces organismes-là. Alors, peut-être également, la responsabilité, c'est la responsabilité des syndicats, puisque vous parliez de la gouvernance des URSSAF. Une gouvernance qui est assez bizarroïde, qui est assez bâtarde, effectivement. Il faudrait que les syndicats jouent davantage leur rôle, ce qu'ils ne font pas toujours, loin de là. Oui, d'après ce que vous dites, même, enfin, ils sont presque démissionnaires dans cette histoire. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, on se retrouve juste après cela, après les infos, et nous allons discuter justement du travail dissimulé, parce qu'il y a de quoi faire, et puis tout le reste qui concerne l'URSSAF. Et voilà, donc la discussion continue avec François Taquet. Donc je rappelle son livre, hein, URSSAF, un cancer français aux éditions du Rocher. Et puis après, à 13h15, vous aurez tous la parole en nous appelant au 0826 300 300. Donc prenez déjà vos places, vous pouvez dès maintenant nous appeler. On peut aussi revenir justement sur ces communes qui suppriment les aides sociales pour les familles de jeunes délinquants. Et puis évidemment sur cette langue française au rabais, avec notamment l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend, 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la discussion continue entre André Berkov et son invité François Taquet. Je rappelle, avocat, membre du Cercle Lafay, un think tank qui œuvre justement pour les relations entre les URSSAF et les entreprises, et qui publie ce livre URSSAF, un cancer français aux éditions du Rocher. Alors, on va parler un peu des métastases qui ne sont pas, hélas, elles ne sont pas rares. Et on va parler justement du malaise des entrepreneurs de ce point de vue-là. Et il y en a parce que, comme vous dites, je dis François Taquet, il y a des gros entrepreneurs qui peuvent se payer des avocats et puis tout un service juridique. Et puis il y a des petits qui malheureusement n'ont pas peut-être les moyens et se retrouvent dans la même jungle ou dans la même opacité. Et 95% des entreprises sont des toutes petites entreprises. C'est ça, c'est pas l'oublier. C'est 95% qui sont moins de 10 employés. Oui. Alors les statistiques, les chiffres, je les connais pas. Je les connais pas exactement, mais c'est au moins du 90%. C'est ça, au moins du 90%, c'est ça. Et alors ceux-là n'ont peut-être pas, effectivement, en tout cas... Les services juridiques adéquats. C'est ça. Alors il y a des possibilités, bien sûr, heureusement. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai problème avec cette URSSAF. Et vous dites vous-même, vous en parlez, et vous dites que l'une des causes, enfin l'une des cibles du redressement, c'est le travail dissimulé, autrement dit, travail au noir. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous dites là, c'est vraiment d'ailleurs, votre livre, c'est le cœur du problème. Et comment c'est traité, comment ça se passe, et comment on peut avoir là la porte ouverte. Alors, il y a effectivement des gens qui fraudent, bien sûr, ça existe, mais il y a des gens qui, justement, ou en toute bonne foi, ou de façon très claire, font des choses, et la sanction est nettement plus outrancière par rapport au fait. Alors, d'abord, le travail dissimulé, tout le monde est contre. On ne va pas trouver effectivement de personnes qui sont pour le travail dissimulé. Le problème est de savoir ce que l'on entend par la notion de travail dissimulé. Ouais. Alors, on a une définition qui est très vaste en droit français, et en plus, les URSSAF ont un zèle manifeste en la matière. Hein. En gros, si vous voulez, pour schématiser, le fait que la fiche de paye ne corresponde pas à la réalité de la durée du travail, c'est du travail dissimulé. Si vous voulez, par exemple, le fait de payer des heures supplémentaires en prime exceptionnelle, ou bien le fait de faire rattraper des heures alors qu'on n'a pas le droit de le faire, effectivement, puisque les heures, il faut les payer, c'est du travail dissimulé, si vous voulez. Donc, beaucoup d'employeurs, si vous voulez, se font épingler dans le cadre du travail dissimulé. En général, ils sont de tout à fait bonne foi, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et là, je vous parle en qualité de praticien, parce que toutes ces personnes-là, je les reçois. Mais donnez-moi un exemple, par exemple. Comment ça, enfin, même un exemple symbolique. Vous voulez, quand vous dites, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils savent très bien qu'ils font des heures supplémentaires, qu'il faut les payer. Enfin, je suppose qu'ils connaissent la loi. Alors, absolument. Ils connaissent la loi, mais ne savent pas que ça peut aller jusqu'à de telles sanctions. Tout le problème est là. Parce que là, vous avez en matière de travail dissimulé, là on ne va pas rentrer dans la technicité, mais vous avez effectivement des sanctions qui sont accrues. Alors d'abord, vous avez des sanctions en matière de travail dissimulé, vous avez des majorations de retard majorés, vous avez des suppressions d'exonération de cotisations de sécurité sociale, donc tout se cumule. Et puis surtout, vous avez, alors c'est un terme technique, mais les employeurs vont très bien comprendre ce à quoi je fais allusion, la suppression de l'attestation de vigilance. Vous savez que
C'est quoi, un là, donneur c'est- d'ordre fait appel Oui. à des sous-traitants, Oui. il doit obtenir l'assurance qu'il est à jour de ses cotisations de sécurité sociale. S'il Que, ne que l'a le pas, sous-traitant est à jour. voilà, absolument. C'est ça. Que si Et je fais s'il appel ne à un l'a pas, sous-traitant, oui. voilà. Et si, Oui. si effectivement il n'a pas son attestation, il ne Oui. doit pas le faire travailler. Ça sert à assainir en quelque sorte le marché. D'accord. Bon. Et là, ça veut dire que un sous-traitant qui n'a pas son attestation de vigilance, il est condamné à mort. Bon. Alors là encore une fois, si vous voulez, que le chef d'entreprise ait fait une connerie, oui, certainement, il a fait une connerie, mais qui mérite la peine de mort pour cela, parce que le fait de ne pas obtenir l'attestation de vigilance, c'est de la peine de mort. Pourquoi c'est ça, la c'est peine de mort inacceptable. Bah, parce qu'il n'a plus l'attestation de vigilance, et donc il, Ah, ne peut plus exercer. il ne peut plus exercer, il ne peut plus commercer, il ne peut plus rien faire. Et là, il est complètement coincé, si vous voulez. Hein. Et là, c'est là où la situation devient inacceptable, si vous voulez. On a, si vous voulez, une situation. C'est-à-dire, la attendez, fin ne juste- justifie pas tous les moyens. si Oui, vous voulez. c'est tout à fait. Je veux dire, pour être tout à fait clair vis-à-vis de nos auditeurs, c'est par exemple, j'ai une entreprise, j'ai des sous-traitants ou des prestataires de services. Si eux n'ont pas fait, et je n'ai pas demandé qu'ils nous me donnent toutes les attestations de vigilance, etc., je suis moi condamné. Absolument, tout C'est à ça. fait, tout à fait. Au titre de la D'accord. solidarité, vous allez condamner. D'accord. 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 Alors, je vous disais que ça peut concerner bien évidemment la personne qui, j'allais presque dire, n'est pas à jour ou de la fiche de paie ne correspond pas à la réalité, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Si vous regardez les exemples que nous avons pris dans le livre, ça concerne Mamie Bistrot. Alors, Mamie Bistrot, c'est un bel exemple que j'ai pris. C'est pas Alors, un bel exemple. racontez-nous, C'est pas oui. un bel exemple. C'est Non, mais- dans le Pas-de-Calais tout simplement, et c'est pas loin de la région où je suis. Oui. C'est une brave dame en retraite qui aidait son mari dans le cadre du bistrot, qui n'était pas déclarée en qualité de salarié, parce que cette brave dame touchait sa retraite. L'URSSAF est arrivé, travail dissimulé, boum, avec toutes les conséquences que ça comporte. Hein. Bon, parce qu'elle faisait un emploi de salarié. Il y a un litige, un contentieux qui a fait beaucoup parler de lui également. C'est un contentieux en Bretagne où, comment dirais-je, un client avait été surpris par l'URSSAF. Alors là, c'était le pompon en train de ramener son verre au comptoir. Hein. Eh bien, son verre au comptoir. Eh bien, par le simple fait, et un inspecteur de l'URSSAF était là, par le simple fait d'avoir ramené son verre au comptoir, l'URSSAF a estimé que la personne exerçait une activité professionnelle, qu'elle exerçait un travail de serveur, et donc travail dissimulé, paf, on y va. C'est vrai, ça? dissimulé. C'est pas Absolument, fake news. oui, tout à fait. Vous l'avez dit, il a ramené un fait. son verre au comptoir, Voilà. on considérait que c'était une activité C'est qu'un un fait serveur qui était aurait dû cité. faire. C'est ça. Absolument, ouais. tout à fait. Alors, c'est également le problème, bien évidemment, de l'entraide entre voisins. Hein, toute l'entraide entre voisins. Dieu sait si elle se pratique, et heureusement qu'elle se pratique, l'entraide entre voisins, travail dissimulé. C'est toute l'entraide familiale également, hein, que l'on voit sur les marchés, n'est-ce pas, le frère qui aide la sœur, la grand-mère qui aide sa fille ou son fils dans un restaurant, etc., etc. Travail dissimulé. Ouais. Il y a véritablement une chasse au travail dissimulé. Vous savez, un bon moyen pour les URSSAF de faire du chiffre, c'est effectivement de lutter contre ces phénomènes-là. C'est pas de lutter contre ces phénomènes de détachement qui sont souvent compliqués avec les pays européens, etc., etc. Oui, le travailleur détaché, où on oui. a une législation qui est très Non, compliquée, très difficile à mettre en œuvre. Finalement, l'URSSAF préfère aller et faire la chasse à des choses simples plutôt qu'à des choses compliquées. Et là, en général, eh bien, moi, je vois les cotisants qui sont complètement désarçonnés. Tant qu'ils n'ont pas eu bien affaire à l'URSSAF, ils ne connaissent pas ce type de problème, ils sont très vite désarçonnés devant ces phénomènes. Mais alors, est-ce que, pour me faire un peu, non pas l'avocat du diable, mais l'avocat ursafien, est-ce que quand même peut dire oui, mais vous comprenez, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de temps en temps de dire oui, ben écoutez, je peux pas, j'ai pas les moyens effectivement d'employer tant de gens, et on comprend, hein, c'est tout à fait légitime. Eh ben, je vais faire appel à mon cousin, ma sœur, mon frère, etc. Et est-ce que ce n'est pas une frontière très difficile entre effectivement le fait, et l'URSSAF devrait peut-être le comprendre, le fait de ne pas pouvoir engager quelqu'un parce qu'on sait très bien qu'une embauche et les charges sociales sont ce qu'elles sont, mais en même temps de faire appel à quelqu'un qui, au fond, fait ça plus ou moins bénévolement ou est payé au black, etc. Enfin, comment arriver à faire la frontière entre ce qu'on peut faire effectivement et ce qu'il ne faut pas faire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, finalement, si vous voulez. Hein, je crois qu'il faut
que ça c'est le rôle du législateur de faire la différence entre ce qui relève effectivement du véritable travail au noir, bien sûr, hein, et qui mérite des sanctions qui sont des sanctions exemplaires, avec effectivement ce qui relève plutôt de la méconnaissance de la loi, parfois un peu de l'imbécilité, nous sommes tout à fait d'accord, mais qui ne mérite pas la peine de mort de la personne. C'est ça, je comprends très bien. Et puis il faut discuter. La discussion qui n'existe pas en matière de SAF. Quand vous êtes pris dans la spirale infernale du travail dissimulé, c'est là où vous apercevez qu'il n'y a aucune discussion, on ne discute pas. On discute beaucoup plus avec le fisc qu'avec l'URSSAF. C'est évident. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui se met en place, une machine. Le tunnel, lui, se met en route. Ouais, c'est ça. Et après, impossible de lutter. Tout à fait. On doit payer. D'ailleurs, vous donnez des exemples. Juste un mot. Vous donnez l'exemple aussi de quelqu'un qui dit, mais attendez, vous avez, voilà, on vous met en redressement, mais en attendant, il y a un délai. Et puis, de toute façon, même s'il conteste le redressement, il faut le payer quand même. Absolument, tout à fait. Et sur ça, pour faire avancer la machine plus vite, vous saisissez la commission de recours amiable, mais de toutes les manières, entre les deux, elle vous balance une contrainte pour faire avancer le contentieux plus rapidement. Et vous devez la payer. Absolument, tout à fait. Clémence. Allez, vous continuez de nous appeler. La discussion continue elle aussi au 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les Français parlent au français. Les Français téléphonent à Sud Radio et posent des questions à France Inter. André Berkov. Tout de suite, on va aller à Avignon. On donne la parole à Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, on vous écoute. On vous écoute, Philippe. Oui, moi je suis un ancien inspecteur de l'URSSAF à Avignon. J'étais secrétaire du CODAF, donc du comité opérationnel antifraude à Avignon pendant 20 ans. Oui. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit avant la pause, notamment au niveau des conseils d'administration qui n'auraient pas d'influence, parce que moi j'ai contrôlé le président de la Chambre de commerce, et suite à ça, étant donné que le conseil d'administration est MEDEF, j'ai eu de tous les problèmes du monde pour faire mon travail. Le président de la Chambre de commerce m'a mis 3 fois en correctionnel pour des faits mineurs, des plaintes de bâillons, bien sûr. Et suite à ça, il se trouve que j'ai dû partir en inaptitude au travail suite à un burn-out. Et puis heureusement Mediapart s'est emparé de l'affaire et j'ai pu m'en tirer à bon compte et être blanchi. Et là, j'ai fait un livre qui s'appelle J'accuse l'URSSAF qui sort le mois prochain. D'accord. Écoutez, vous nous l'enverrez de toute façon. Oui, bien sûr. Et vous aurez la parole, il n'y a pas de problème. Alors, François Taquet vous répond, donc inspecteur du l'URSSAF Avignon, lui qui a été mis effectivement en difficulté. François Taquet. Alors oui, merci de votre intervention et merci de ce que vous dites. Alors je connais pas trop l'affaire. Effectivement, j'ai vu qu'il s'agissait d'une affaire interne à l'URSSAF, où effectivement vous aviez maille à partir avec le conseil d'administration et vous êtes actuellement devant les tribunaux. J'ai suivi un petit peu votre affaire par la presse. Je me permettais pas d'intervenir dans votre litige en particulier, si vous voulez. Non, mais c'est parce que vous disiez qu'on contrôlait que les petits commerces. Vous parliez de l'affaire de Bretagne. Effectivement, j'étais d'accord avec vous. Il faut contrôler les gros fraudeurs. Je suis absolument d'accord. Et j'ai lutté contre ça pendant 20 ans. Voilà. Alors, ce que je veux dire tout simplement, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à, des commissions de recours amiables, et c'était cela surtout sur lesquels je suis intervenu, qui ne jouent plus, à ma connaissance, totalement le rôle. Sauf, effectivement, en matière de réduction des majorations de retard, où ils jouent tout à fait leur rôle, mais pour le reste, non. Si vous voulez, moi je le vois en qualité d'avocat et en qualité de juriste, on va devant les commissions de recours amiable parce que c'est un recours obligatoire, si vous voulez. La commission de recours amiable telle qu'elle avait été dépeinte en 1946, puisque ce sont des tests qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, elle avait pour but, selon l'idée du législateur, d'éviter la dictature du guichetier. C'est une phrase extraordinaire. La dictature du guichetier. Bon. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'en est plus là. Et aujourd'hui, les commissions de recours amiable
Coramiable ne joue plus véritablement le rôle pour les cotisants. Il y a une défiance vis-à-vis des commissions de recours amiable, alors que je crois qu'au contraire, elle pourrait avoir un rôle qui soit un rôle revalorisé. Rien qu'une chose, monsieur, que les cotisants puissent défendre leur dossier devant la commission de recours amiable, qu'ils puissent y accéder. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a un déni de droit, puisque le cotisant ne peut même pas aller devant la commission de recours amiable pour défendre son dossier. C'est une procédure qui est uniquement écrite, ce qui est absolument aberrant, ce qui n'existe pas en matière fiscale finalement. Donc il faudrait changer les choses. Il faudrait modifier effectivement les textes en la matière. Oui, en fait, c'est souvent une chambre d'enregistrement. Moi, je me souviens quand j'étais inspecteur, souvent l'inspecteur du contentieux venait me voir pour me dire alors qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on fait. Alors effectivement, on va pas se renier ou très rarement. Donc et après, il y a pas le cotisant en face. Donc vous avez certainement raison. C'est la deuxième instance qui est la plus importante après le recours amiable, parce que le recours amiable, à moins que ce soit un notable, comme je vous le disais, qui soit soupçonné de fraude. Alors là, dans ce cas-là, la commission de recours amiable, en PACA notamment, elle a le pouvoir. Ça, c'est selon que vous soyez puissant ou misérable. Voilà. Philippe, on va en reparler en tout cas. Vous nous enverrez votre livre à Sud Radio, on en reparlera. Clémence. Allez, on quitte Avignon, on va à Perpignan. Bonjour Chantal. Bonjour, je vous appelle de Perpignan, d'une histoire d'il y a 30 ans en arrière. Donc je ne sais plus si maintenant ces choses-là ont cours. Oui. J'avais une toute petite entreprise qui a duré 9 mois exactement. J'étais à court de mes URSSAF. J'étais toute seule à travailler. C'était quelque chose qui était tout petit. L'activité, je l'ai cessée. Je suis partie de la région. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc je suis allée à la Chambre du commerce et de l'industrie de Perpignan et je me suis fait enlever, désinscrire donc de Perpignan. Mon activité était définitivement arrêtée, n'existait plus, et je vais habiter dans une autre région, dans Montpellier, et 3 ans plus tard, je reçois un papier de l'URSSAF en me disant qu'il manquait 3 ans de cotisation de l'URSSAF. Donc je suis un petit peu tombée des nues, et puis moi j'ai pris ça un petit peu, comment vous dire, un peu à la rigolade. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, là, il y a un problème quelque part, on n'avait pas tout le panel d'informatique de tous ces trucs-là d'aujourd'hui. Ouais, je leur ai écrit. Et ils m'ont répondu en me disant tout simplement qu'il fallait d'abord que je paye pour après négocier. Alors moi je dis, moi je n'ai rien à négocier. Je leur ai envoyé je leur ai envoyé une photocopie de ce que je vivais à l'époque. Que vous étiez parti des inscrits. Que j'étais partie, qu'ils n'avaient plus rien à me demander, que je n'avais rien à leur devoir. Ils n'ont rien voulu entendre. Et toutes les semaines, je leur ai envoyé l'activité que j'avais au quotidien à Montpellier. Et au bout d'un an, ça a cessé. Ça, c'est pour dire à quel point c'est ubuesque. Oui. François Taquet. Oui, alors madame, 2 petites choses. D'abord, si vous voulez, je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites. D'abord, avec les URSSAF, il faut jamais rien prendre à la rigolade, parce qu'il n'y a rien de plus fox-terrier et pitbull, effectivement, que les URSSAF. Il faut se méfier à ce niveau-là. Bon. D'autre part, madame, vous avez eu gain de cause parce que vous avez été laborieuse, courageuse, que vous êtes sans cesse intervenue. Mais il faut savoir, madame, que pour vous qui avez mis tout en œuvre effectivement pour que ça se passe bien, il faut savoir que beaucoup de personnes cèdent auparavant et payent et puis voilà, puis le problème il est réglé. Ils cèdent parce qu'ils ont peur d'autres sanctions, etc. Voilà, exactement. Tout à l'heure, on parlait justement de la commission de recours amiable. Il faut savoir qu'il n'y a même pas 10% des dossiers qui suivent suite à la commission de recours amiable. Parce qu'effectivement, c'est long, parce qu'on n'obtient pas gain de cause devant la commission de recours amiable, parce que la discussion est déjà compliquée avec les URSSAF, la commission de recours amiable ne sert à rien, les majorations de retard continuent de courir. Donc, effectivement, il faut ensuite être courageux pour aller devant les tribunaux. C'est très clair. Donc on dissuade finalement les gens d'aller devant les tribunaux. Ouais. Moi, ce que l'on m'avait répondu, tout simplement, ça va durer tant de temps. Et bien, je dis, le temps de temps commence aujourd'hui. Je me bats. Très bien, vous avez été persévérante et tant mieux. C'est bien, Chantal, c'est bien. J'étais toute seule aussi. Oui, je sais, mais enfin, toute seule ou pas toute seule, il faut toujours se battre. Mais c'est d'autant plus courageux. Merci Clémence. Merci beaucoup, Chantal. Et on va faire un pas de côté, passer de l'Est à l'Ouest avec Guettari. Bonjour Florence. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berthoff. Oui, bonjour Florence. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Super. Je vous appelle par rapport au maire de Valence que vous avez pris la peine de faire venir. Oui. Ce maire, déjà, je l'applaudis, bravo, parce que il fait, en fait, malheureusement, ces maires ne font que ce que le gouvernement aurait dû faire,
que les gouvernements antécédents auraient dû faire depuis très longtemps. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir pu parler plusieurs fois chez vous, et grâce à vous j'ai pu entendre des choses, enfin des problèmes qu'on évite depuis des années, en accusant les gens comme moi, comme d'autres personnes qui disent que évidemment on a un problème avec les musulmans, enfin avec l'islamisation. Oui, faut pas généraliser. Compris, non, mais à un moment, Monsieur Berkoff, il faut dire les choses. Oui, en tant que femme, vous savez bien, je sais de quoi je parle. Il y a un gros problème. Voilà, donc depuis des années, les médias font, je parle pas de vous, mais les médias qui font un jeu en disant on n'invite pas le Front National, ce sont des fachos. Moi, je veux rendre hommage au Front National parce que si je les supporte, c'est aussi en partie à cause de cette cause qui vous voulez dire que vous voulez pas qu'on fasse, vous en avez marre de ceux qui font la politique de l'autruche, qui veulent rien voir. Mais bien sûr, moi, attendez, je vote Front National, mais je suis pas une facho. Je veux dire, moi, je suis une résistante, je suis une fille de Coluche, je suis une fille de Mitterrand, j'ai 50 ans, mais après, moi, je vais vous parler de mon expérience. Quand j'étais jeune, je suis une enfant divorcée, j'ai vécu en caravane avec ma mère quand j'étais jeune. À 16 ans, j'ai commencé à travailler, Monsieur Berkoff. Et j'étais animatrice, j'ai eu la chance d'être dans des centres de vacances de montagne, et j'accueillais justement tous ces gens de l'immigration qu'on disait avant. On les a aidés, faut arrêter. Je veux dire, il y a une victimisation maintenant, et je voulais rejoindre votre sujet justement de la suprématie blanche que vous avez parlé, la Novalangue. Tout ça, c'est une détérioration de notre laisser-aller. On a été trop tolérants. Je veux dire, maintenant c'est stop. On n'est pas des racistes. Regardez Omar Sy, regardez Jamel Debbouze, regardez tout le monde. C'est bon, Christine Kelly. Il y a des Noirs et des Arabes partout. Tout va bien. Mais là, on n'en peut plus. Donc, s'ils continuent à faire de la victimisation, c'est normal qu'on en vient à l'extrême, je veux dire. Non, mais on est d'accord. Non, il y a eu, écoutez, j'entends ce que vous dites, et vous n'êtes pas la seule à le dire. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une espèce d'abandon, allez, je dirais, de lâcheté ou autre, de la part des gens qui nous gouvernent, qu'ils soient à gauche comme à droite, d'ailleurs. L'étiquette politique ne change rien, et effectivement, il est plus que temps, comme ce maire, comme ces maires, de réagir et de rappeler, je le rappelle, je radoterai là-dessus, que si on veut, on a des droits, il y a des devoirs, et si on veut la liberté, il y a la responsabilité. Il faut arrêter d'être trop tolérant, vous voyez, et qu'on marche sur deux jambes. Mais vous savez, c'est encore une fois, tolérance zéro, ça existe, et tolérance zéro, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merci. En tout cas, nous, on vous tolère tous, et surtout continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Paye tes dettes, une de paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes. Et oui, justement, c'est une question que vous vous posez beaucoup aussi sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, sur le Facebook Live d'ailleurs. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez le faire. Un auditeur, justement, nous pose cette question. Avant, on pouvait aller se défendre notre cause physiquement dans les centres d'accueil. Et maintenant, on a affaire à des plateformes qui ne répondent jamais. Comment faire pour se défendre? François Taquet. Alors oui, aujourd'hui, on a un système qui est devenu de plus en plus impersonnel. Je veux pas citer des chiffres, mais moi j'ai connu l'époque où il y avait 105 URSAF en France. Donc c'était des petites entités où on pouvait se rendre à l'accueil, où on pouvait avoir contact directement avec la personne. Maintenant, on a fait des espèces de grosses machines. Il y a 22 URSAF aujourd'hui au lieu de 105. Et donc les systèmes sont devenus complètement différents. Et on a affaire à des personnes qui, j'allais presque dire, des personnes qui sont pas nécessairement des personnes locales, qui sont parfois loin, si vous voulez. C'est très difficile d'ailleurs d'obtenir des réponses écrites. Oui. D'abord, on a difficilement des réponses écrites, on a des réponses orales, tout simplement. Donc c'est excessivement compliqué. Alors, à côté de ça, la loi met à disposition un certain nombre de systèmes. Par exemple, vous avez le système du rescrit qui est très peu utilisé. Le système du rescrit qui permet, dès l'instant où on a une question à poser à l'administration, de la poser directement. Si l'administration ne dit rien dans un certain délai, eh bien, ça équivaut à une acceptation tacite de sa part. On retrouve ce système-là en matière fiscale, en matière d'inspection du travail, etc., etc. Mais c'est quand même compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de se rendre physiquement dans une administration. Alors, c'est tout le problème aujourd'hui du désengagement de l'État sur le plan local. Et ça, c'est un problème général. C'est un thème qui va au-delà de notre propos, là. Bien sûr. Allez, on fait un petit tour au standard et on va donner la parole à Henri du Jura. Bonjour Henri. Oui, bonjour Henri.
Oui, bonjour André. J'appelle parce que j'ai entendu ce matin l'intervention d'Elisabeth Lévy au sujet de l'écriture inclusive. Elle a commencé son texte en disant qu'on avait appris la grammaire en disant le masculin l'emporte sur le féminin. Simplement, en réalité, c'est une mauvaise façon d'apprendre la grammaire parce que on ne nous a jamais dit qu'en français, il y a encore des traces de déclinaison. Il y a des mots qui se déclinent. Par exemple, quand on dit j'y vais et j'en viens, c'est une déclinaison. C'est l'ablatif et le locatif, je sais plus quoi. Le pain que je mange, le pain qui cuit, le pain auquel j'ajoute du beurre, le pain duquel tu as fait allusion. Ça aussi, ce sont des déclinaisons. Et alors, je voudrais dire aux féministes invertébrés, là, lui, c'est un pronom personnel féminin. Vous savez pourquoi, André? Pourquoi? Dites-moi. Eh ben, vous l'utilisez tous les jours. Par exemple, Corinne veut sa jupe. Donne-la lui. Donne-la lui. On ne dit pas donne-la elle. C'est clair. Non, mais vous savez, on sait les excès. On en a parlé ce matin. D'ailleurs, on en a parlé à midi aussi, hein, avec l'écriture inclusive. Mais vous savez, ça, c'est l'Amérique aussi. Vous savez que sont arrivés. J'en parlais l'autre fois. Vous savez où ils sont arrivés à leur aberration? C'est que à la Chambre des députés, un député démocrate au Congrès américain finissait en disant Amen. Vous savez, on dit Amen parce qu'ils sont. Et il a dit Amen et il a ajouté a woman. Pour montrer qu'il n'était pas discriminant avec Amen. Voilà. Quand on arrive à ce stade, c'est vraiment, comme disait le sapeur Camembert, les bornes, il n'y a plus de limite. Voilà. Alors, ce qui est grave dans cette écriture inclusive, c'est que moi je le vis comme une agression, en fait. C'est quelque chose qui est donné de façon autoritaire, arbitraire. Et ensuite, il faut penser aux étrangers qui nous font l'honneur d'apprendre notre langue. Quand ils voient des textes écrits comme ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces millions d'Africains qui parlent presque couramment français et à qui on va imposer ces écritures de bourgeois débiles et dégénérés parisiens là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ensuite une dernière chose. Le celles et ceux aussi. Le ceux, c'est un pronom au pluriel qui désigne féminin et masculin ou exclusivement masculin, mais les deux. Voilà. Bon, on ne dit pas celles et ceux, c'est pas français. On dit ceux. Voilà. On est bien d'accord. et on va, en tout cas, nous ici et beaucoup d'autres vont continuer à défendre la langue française. On ne se laissera pas tronquer comme ça. Voilà. Et enfin, je conclurai sur tous ces gens qui font des efforts extraordinaires pour dire la préfète, l'autrice, et machins comme ça. Il faut leur dire, à l'endroit d'un homme, il faudra dire un vedette, un recrue, un star, un tête de liste, un victime, un sentinelle, etc., etc. Mais ils ne le font pas, parce que ça va que dans un sens, donc stop. Voilà. Et d'ailleurs, on ne va plus parler d'école maternelle, mais on va parler d'école paternelle. Comme ça, on va prendre la revanche. Voilà, exactement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Henri. Et on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Mathieu, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, Maître Taquet. Bonjour. Vous allez bien, j'espère, Monsieur Berkoff? Pardon? Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Est-ce que ça va? Merci de me donner la parole. On vous écoute. Je vais vous parler également un petit peu d'écriture inclusive et je vais... Attendez. Là, pour le moment, excusez-moi, mais je veux pas du tout, mais on a plusieurs questions d'abord, mais restez avec nous. On a des questions à poser au niveau de l'URSSAF. Et là, on m'envoie des auditeurs, effectivement, sur l'écriture inclusive. Donc, on fera après. Restez avec nous. Moi, je voudrais poser une question à François Taquet au niveau de Emmaüs et au niveau des excès. Parce qu'on a besoin d'en parler de cela. Vous avez parlé des occupations humanitaires. Emmaüs, par essence, de quoi il s'occupe? Il s'occupe des déshérités, des gens qui n'ont pas. Et apparemment, alors peut-être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vous l'expliquerez, mais c'est un des exemples de votre livre qui m'a frappé, c'est qu'ils ont un redressement très conséquent. Voilà, ils ont eu un redressement très conséquent, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, puisque ça s'est terminé par un tweet avec Gérald Darmanin quand il était ministre des Comptes publics. Alors c'était pas exactement un tweet, c'était la presse qui en a parlé, tout simplement. Les tweets, c'est autre chose. Vous voyez, mais ce que je suis en train de faire une confusion ici. Donc effectivement, ils ont eu comment dirais-je, l'armée du salut et une association caritative à Lille a eu des problèmes. Pourquoi ils ont eu des problèmes? Parce que ils distribuaient
distribue tout simplement une petite somme. Ils distribuent tout simplement une petite somme à leurs compagnons. Et donc, à partir de là, effectivement, l'URSSAF estimait que c'était soumis à cotisation de sécurité sociale avec un redressement qui est un redressement énorme. Hein. Ce qui paraît tout à fait paradoxal, puisque finalement, toutes ces associations font le boulot de l'État, ce qui quand même est extraordinaire, font le boulot que l'État ne fait pas. Les Restos du Cœur, ça a été la même chose. Absolument. Enfin, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que la presse en était avertie. Donc, toutes ces associations ont saisi la presse. À partir du moment où la presse a été saisie, le ministre des Comptes publics à l'époque, qui était Gérald Darmanin, est intervenu directement. En plus, l'affaire se passait dans le Nord, et comme il était maire de Tourcoing à l'époque, il est intervenu directement pour arrêter les frais en la matière, tout simplement. Hein. Autrement, l'affaire continuait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites de voir que vous avez beaucoup de ces situations où le ministre est saisi directement. Il y a eu une autre affaire, effectivement, qui était une affaire de restaurateur, où un restaurateur mangeait sur le pouce parce qu'il ne pouvait pas faire autrement dans un restaurant étoilé. Il avait été, j'allais presque dire, redressé par l'URSSAF, mais de manière excessivement conséquente, sur 3 ans. Et il disait, attendez, que ça valait pas le redressement en question, parce qu'il mangeait uniquement sur le pouce. Et ça s'est terminé, effectivement, par un tweet de Gérald Darmanin en disant, on abandonne le redressement. Hein. Et Gérald Darmanin avait envoyé d'ailleurs un tweet un petit peu conséquent en disant effectivement que l'URSSAF n'avait pas agi avec discernement. Hein. Mais le problème, c'est que là, on a affaire à des personnes qui sont allées directement au ministre, mais tout le monde ne va pas au ministre. Mais la France entière ne peut pas aller chez le ministre. Voilà, c'est ça le problème. Il faudrait qu'il y ait des organismes de confrontation ou de discussion. Oui. Vous le disiez déjà. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ce qu'il y a de paradoxal en plus, et j'alimente votre boulin, c'est que on a affaire à un système qui est tout à fait paradoxal, où l'affaire est en général passée devant la commission de recours amiable. C'est-à-dire que les administrateurs qui sont censés donner un avis de bon sens, ont laissé passer le truc et ont laissé passer le redressement. Et c'est à la suite de cela que le ministre a été, comment dirais-je, a été averti. Donc il y a un véritable problème. Mais alors comment ça se fait, franchement? Enfin, ce sont des gens quand même, allez, créditons-leur de bonne foi, ils sont plutôt bonne foi, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas justement, on arrive à ces excès? Encore une fois, je vais citer quand même quelque chose. Alors vous avez parlé d'Emmaüs, je vais citer le viticulteur en difficulté. Hein. Vous dites ceci, par exemple, voilà, tout commence par une catastrophe, je vous cite dans votre livre, François Taquet, le 15 juin 2018, les caves de Claude Sontag, viticulteur à Comps-les-Bains, subissent les ravages de l'incendie. Le matériel est détruit, 20 000 bouteilles sont perdues. Comment l'aider? Ses amis viennent bénévolement faire les vendanges. Un bel acte de solidarité que nul ne songerait à critiquer. Mais si faire les vendanges sans être payé, c'est suspect. Et notre viticulteur, qui doit faire face à de nombreux soucis, a oublié aussi de remplir la déclaration préalable d'embauche. Pour cet oubli, la MSA, qui dans l'agriculture assume les missions de l'URSSAF, lui inflige un redressement de 6 000 €. Claude Sontag réagit, j'ai ressenti du dégoût et de l'incompréhension. Des gens sont venus me donner un coup de main, je n'allais pas les retoquer. Et Thomas Montagne, président des vignerons indépendants et plus virulents, voilà que les benets de MSA deviennent aussi néfastes que les abrutis de l'URSSAF. Bon, lui, il y va. Voilà. Et alors, la MSA ne comprend pas une telle réaction, et j'en termine. Elle affirme, en l'occurrence, avoir fait preuve de discernement. Alors, est-ce que vous estimez, effectivement, Claude Sontag, le viticulteur, a oublié de remplir la déclaration préalable d'embauche? Et tout le problème, et on revient à ça, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Oui, bien sûr. Donc on dit oui, sauf qu'il y a énormément de lois et qu'on n'y arrive pas. Oui, bien sûr. Et puis à la loi, mais il y a le discernement à côté, j'allais presque dire. Ça. Il y a, j'allais presque dire, la réalité du terrain. Et c'est là où la commission de recours amiable pourrait avoir un rôle. C'est là où la commission de recours amiable pourra arrêter les frais, ce qu'en général, elle ne fait pas. Hein. On ne fait effectivement, comme le disait d'ailleurs l'ancien inspecteur de l'URSSAF tout à l'heure, il disait effectivement que les administrateurs dans les commissions de recours amiable ne font qu'opiner à ce que dit l'URSSAF précédemment. Et ça, c'est néfaste, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir en la matière. Il faut des contre-pouvoirs, il faut une discussion, il faut du dialogue, ce qu'il n'y a pas. Moyennant quoi, on aboutit à des excès. Est-ce qu'on devrait avoir, alors la question que je pose, est-ce qu'on devrait avoir l'équivalent des tribunaux de commerce ?
pour l'URSSAF, pour ce ça. Enfin, quand je dis équivalent, pas la même chose, mais quelque part, vous savez, dans les tribunaux de commerce, il y a les litiges qui sont vus justement par les juges. Alors, oui, vous voulez dire que dans les tribunaux de commerce, vous avez effectivement des juges qui sont des juges commerçants. Ce qui théoriquement existe devant les pôles judiciaires, devant les pôles devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, parce que vous avez un président qui est un président professionnel et vous avez 2 assesseurs qui représentent les cotisants. Hein. Bon, sauf que finalement, on s'aperçoit de manière pratique que c'est le président qui rend la décision tout simplement tout seul et en droit. Hein. Que les assesseurs n'ont qu'un avis à donner sans plus. Et c'est le seul qui décide, c'est vraiment le président. Tout à fait. D'accord. Allez, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 et de réagir justement sur cette URSSAF, un cancer français. Je rappelle ce livre aux éditions du Rocher. On se retrouve, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov est dans tous ses états et vous aussi qui nous appelez au 0826 300 300. On continue de parler des URSSAF, un cancer français selon en tout cas François Taquet qui est l'auteur de ce livre aux éditions du Rocher. Et on va donner la parole à Martial qui nous appelle de Lyon. Bonjour Martial. Oui, bonjour Martial. Bonjour André. Ouais, moi j'écoute Sud Radio assidûment depuis ce matin. Ouais. Et quand j'entends l'info, alors ce matin c'était le problème de Roland qui s'est squatté sa maison. Ouais. Ouais. Donc bon, il a plus de maison en fait, voilà. Il y a des gens qui rentrent chez lui, il n'a plus le droit de les foutre dehors. Voilà. Ouais, ça dure depuis assez longtemps cette histoire. On en a beaucoup parlé déjà. Pas lui seulement. Hein. Vous savez, ces histoires se multiplient malheureusement. Oui. Oui, mais c'est en France, ça se passe en France, voilà. Oui, Après, j'écoute votre émission sur l'URSSAF. Oui. Je suis un ancien artisan. L'URSSAF, quand vous êtes dans les griffes de l'URSSAF, c'est fini, quoi. Hein, de toute façon, que vous soyez honnête ou pas honnête, vous êtes coupable. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, personnellement, rien. Mais j'ai une connaissance à moi qui a été contrôlée par l'URSSAF. Oui. Mais ils lui ont réclamé des sommes astronomiques. Astronomiques. Il ne s'est pas laissé faire, il a pris un avocat. Et au final ça s'est terminé avec une amende de 500 €. D'accord. Voilà. Alors qu'on lui vendait plusieurs milliers d'euros, c'est ça? Voilà. Au départ, on lui demandait 5 000 €. D'accord. Mais il ne s'est pas laissé faire, il a pris un avocat, ça lui a coûté de l'argent, il ne s'est pas laissé faire. Et 5 000 € pour un petit budget, je présume. Hein. Pardon? 5 000 € pour un petit chiffre d'affaires. Oui, non, mais pour un petit artisan, c'est beaucoup. Bien sûr que c'est beaucoup. Non, ce que disait François Taquet, c'était son chiffre d'affaires à lui était petit, était assez réduit. Bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que en France, mais c'est le commencement de la fin en fait. C'est comme l'Empire romain, quoi. C'est la décadence en fait. Hein. Oui. Non mais et puis là j'entends qu'on s'en est pris à Emmaüs. Oui, Emmaüs. Absolument. À des gens qui sont là pour faire le bien de tous, mais on est tombé sur la tête, mais c'est vraiment devenu un pays de cons, hein, vraiment. Je vous assure, hein. Mais où on va là? Mais où on va? Mais en fait, on est en train de démotiver tous les gens qui ont envie d'entreprendre, en fait. Hein. On est en train de démotiver les gens, en fait. C'est tout le problème, et au lieu de les encourager... Et à côté de ça, à côté de ça, vous avez des quartiers ou des zones de non-droit où il se passe... on vend du shit comme si on vendait sur le marché et tout, et puis il n'y a pas de problème, hein, là, il n'y a pas d'URSSAF qui vient. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ça, l'URSSAF ne suit pas les dealers. Non, c'est pas... Là, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, continuez les élites, là. Continuez à soutenir ce système-là, de cons, là. Et puis ça se retournera contre eux. Bah écoutez, en tout cas, nous, on continue à pointer du doigt ce qui ne va pas, et vous, effectivement, et tous, on a à prendre conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis d'agir quand il faudra agir, et quand il faut agir. Voilà. Merci en tout cas, merci Martial. François Taquet, quand même, est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience vis-à-vis de cela? Je veux dire par là que
vous pointez du doigt, c'est vrai, vous parlez de l'URSSAF, on ne sait pas, c'est un des premiers livres, sinon le premier qui parle de ça. Est-ce que sans que ça, on aille à la révolte, etc., est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience là-dessus des entrepreneurs, qu'ils soient petits, moyens ou gros, ou pas du tout, voilà, on dit, bah, c'est comme ça, on ne peut rien faire, voilà, vous savez, le sentiment un peu partout du Covid à la sécurité sociale, c'est comme ça, on peut rien faire. Et vous dites non, on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il n'y a pas nécessairement une prise de conscience de la part des cotisants. Vous savez, tant que les cotisants ne sont pas dans les griffes de l'URSSAF, et le terme de griffe a été employé par un de vos auditeurs, hein, tant qu'on n'est pas dans les griffes de l'URSSAF, je crois qu'on n'a pas conscience du problème. On a conscience du problème véritablement quand on est dans la difficulté. Ce sont ces personnes-là, effectivement, que je rencontre. Et puis, il ne faut pas oublier également que la communication, je vais employer un terme effectivement qui va être osé, mais la propagande parfois de l'URSSAF est excessivement forte en la matière. Hein, vous l'entendez quasiment tous les jours, surtout depuis le Covid. L'URSSAF est à vos côtés, l'URSSAF est aux côtés des entreprises, etc., etc. Il y a chez l'URSSAF un côté Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, il faut quand même pas l'oublier. Donc ce côté Dr Jekyll, aujourd'hui l'URSSAF le développe à plein, ils aident les entreprises, de toute façon ils peuvent pas faire autrement. De toute façon, les entreprises, elles ne peuvent pas payer, on ne peut pas les étrangler complètement. Il ne faut pas oublier que ce sont les clients des organismes de sécurité sociale. Mais sitôt que cela se sera terminé, vous avez Mr. Hyde qui va réapparaître. Et là, effectivement, vous aurez affaire à des organismes, ceux que je connais, des organismes qui sont brutaux, parfois, qui sont très brutaux, qui n'y vont pas de main morte vis-à-vis des entreprises. Hein. Et là, effectivement, c'est une double personnalité que l'on découvre de la part des organismes de sécurité sociale. Dernière question là-dessus, après on prend nos auditeurs et Clémence. Est-ce que l'État, quel est au fond le rôle de l'État contrôle, l'État à la main ou pas du tout? Alors l'État à la main, bien sûr, parce que ce sont des organismes privés qui gèrent un service public avec des représentants de l'État à chaque échelon, qui c'est la mission nationale de contrôle, etc., etc. Je ne dirais pas que l'État s'en lave un peu les mains, mais il y a un peu de ça quand même, si vous voulez. Dès l'instant où l'URSSAF produit, et ce qu'on demande, ce sont des organismes qui sont assez soviétiques. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Ouais. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, en boutade, je vous dirais que si on n'avait pas rajouté AF à la fin, ça aurait fait URSS. Hein, bon. Donc, effectivement, des organismes qui sont assez soviétiques, et le but, c'est la rentabilité. Il faut rentabiliser, il faut rentabiliser, il faut produire. Effectivement, l'État encourage les URSSAF à produire et à produire un maximum. Donc, tant qu'elles sont dans le bon chemin, allons-y. D'accord. Oui, c'est un vrai problème, mais il faut savoir si l'État ne peut pas assigner d'autres missions aussi à l'URSSAF que de faire du chiffre. Enfin, en tout cas, c'est une question qui est posée. Et d'ailleurs, les URSSAF, on leur donne de plus en plus de rôles. Hein. Le RSI, aujourd'hui, c'est elle. Tout ce qui est les artistes-auteurs, c'est elle. Tout ce qui est le marin, c'est elle. L'AGSA, c'est elle, etc. Ce qui prouve, ce sont des organismes qui travaillent quand même bien, qui travaillent de la rentabilité. Le but, c'est d'être rentable, tout simplement. Et ils sont rentables. Comme une entreprise. Oui, mieux avec des méthodes, je l'espère, un peu différentes pour les entreprises. Hein. Allez, Est-ce qu'on a le temps d'avoir Oui, très rapidement, on va donner la parole à Mathieu qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Rebonjour. Oui. Rebonjour, oui. Oui, je voulais vous parler tout à l'heure de l'écriture inclusive. Oui. Je vais rebondir tout à fait sur ce qu'a dit votre auditeur de tout à l'heure qui parlait de l'écriture inclusive. Oui. Moi, dès que vous avez parlé d'écriture inclusive, je me suis mis sur mes ergots parce que ça me fait hurler. Ouais. Voilà, littéralement. Mais vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas le seul, Mathieu. Voilà, vous parliez de Gloubi-Boulga, Clémence parlait de langue au rabais. Moi, je l'allais même carrément plus loin. Pour moi, c'est de la novlangue. Oui, on parle beaucoup d'Orwell en ce moment, mais c'est vrai. Voilà. Vous savez, je suis juriste, je suis en recherche d'emploi, mais je suis juriste à l'origine. Oui. Et je fais partie de la génération, je suis né en 1981, donc génération Mitterrand et tout le tralala. Ouais. Donc moi, quand j'étais à l'école primaire et même au collège, quasiment au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, j'avais des dictées à l'école. Ouais. J'avais des dictées. Et on m'apprenait les règles de grammaire, le masculin dans tel cas, le féminin dans tel cas.
si on fait cette écriture inclusive, alors il y aura plus de féminin, il y aura plus de masculin, on aura une espèce de bouillie infâme, et puis qui sera totalement incompréhensible, et puis surtout, eh bien, notre si belle langue, eh ben, elle sera totalement appauvrie, elle n'aura plus aucune richesse, alors que c'est la langue la plus riche qui existe. Mais bien sûr, il y a une richesse lexicale incroyable, et alors là, on va comment on donne un grand coup de balai, et ça fait un gigantesque bazar pour rester poli. Et quand je pense encore une fois à Madame Vallaud-Belkacem qui voulait nous faire écrire nénuphar avec un F et graphique avec un F, je trouve ça absolument atroce. Voilà. Donc moi j'ai un bac littéraire. Ouais. J'ai fait un bac littéraire. J'ai lu Théophile Gautier, j'ai lu Prosper Mérimée. Je me demande s'ils étaient encore en vie, ce qu'ils diraient face à ce genre de choses. S'ils étaient encore en vie, ils seraient foudrage et ils seraient eux aussi dans tous leurs états, c'est évident. Ah bah oui, ça c'est sûr que oui. Tout ça, c'est idéologique. On veut finir, vous savez, en fait, derrière tout cela, il y a une idéologie, c'est de mélanger tout le monde, de faire que tout le monde soit dans le même moule, dans le même sac et raboter. N'oubliez pas que cette idéologie-là, du woke, du politiquement correct, etc., veut raboter et mettre tout le monde dans le même moule, c'est-à-dire faire des lapins, des poulets en batterie, et c'est l'idéal, effectivement, un poulet en batterie. J'espère que ce ne sera pas notre idéal à nous. Merci beaucoup en tout cas à tous de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Merci à vous François Taquet. Je rappelle votre livre une dernière fois, URSAF, j'allais dire URSS du coup, un cancer français aux éditions du Rocher. Et puis un autre sujet qui nous concerne tous avec Brigitte Lahaie, la taille du sexe est-elle si importante? Réponse avec Vincent Hubertan, à tout de suite.